Donc, nous reprenons nos travaux. Bonsoir, Madame Drouin. Bienvenue à l'Assemblée nationale. Je vais vous demander de vous présenter avec votre titre et vous allez avoir un temps maximal de 10 minutes pour faire votre exposé. Par la suite, suivra un échange avec les parlementaires. Vous avez la parole, Madame Drouin. Alors, oui, merci. Bonsoir. Donc, je suis Solange Drouin, vice-présidente aux affaires publiques et directrice générale de l'ADISC. L'ADISC qui est l'association professionnelle qui représente les producteurs de disques, de spectacles et de vidéos du Québec. Et ces producteurs sont responsables de près de 100% des disques, de la sortie d'albums d'artistes québécois. Donc, ils ont une connaissance aiguë de ce milieu culturel. Et merci donc de nous avoir invités à participer à ces débats. Bien sûr, ça me réjouit d'avoir déjà j'ai entendu parler de musique déjà dans ce débat, donc je me sens moins comme un cheveu sur la soupe aujourd'hui parce qu'on voit déjà des parallèles, mais c'est justement cette idée-là qui nous a convaincus qu'il y avait justement des parallèles à faire et des réalités qui pouvaient vous éclairer dans votre réflexion, qui nous a donc convaincus de nous présenter devant vous aujourd'hui. Pour illustrer en quelques mots, évidemment c'est ce qu'on peut dire en 10 minutes, donc les similarités entre nos deux secteurs, je vous dirais que dans les deux cas, chacun de nos secteurs, on met de l'avant soit un créateur d'œuvres musicales dans le cas de la musique, et dans le cas évidemment de la littérature, on met de l'avant un créateur d'œuvres littéraires qui ensuite pour ensuite vendre au public des exemplaires de cette œuvre-là. Donc on a un mécanisme, une organisation de milieu qui est tout à fait semblable. C'est pas le cas dans les autres milieux culturels. On ne pourra pas faire les mêmes comparaisons, par exemple, entre le milieu du cinéma ou le milieu de la télé. C'est pas, on ne vend pas des produits finis, on vend des droits à des diffuseurs. C'est pas tout à fait la même mécanique. Mais je pense que entre le secteur de la musique et celui du livre, donc il y a cette similarité-là. Notre secteur, celui de la musique, a connu de très grands bouleversements au cours des 10-15 dernières années. Et ces changements-là sont tellement profonds et se sont concentrés au niveau justement des fonctions de distribution et de vente au détail, avec des conséquences tellement graves que notre capacité en tant que secteur au complet de continuer d'offrir au public québécois un accès à une musique québécoise riche et diversifiée et même compromise. Et ça, malgré ce qui est le plus surprenant, malgré le fait qu'il n'y a aucune pénurie de talent au Québec et d'entrepreneuriat au Québec. Il y a énormément de talent en musique, comme il y a énormément de talent en littérature, dans le domaine du livre, mais dans notre secteur, malgré ce foisonnement de talent, la capacité de rejoindre le public et donc qu'on régénère le contenu est compromise. Il y a eu évidemment le premier, vous allez me demander pourquoi, le premier événement est très important qui est venu dans notre secteur, c'est le contournement total qu'on a eu dans le secteur des fonctions de distribution et de vente au détail par le piratage des œuvres. Ce piratage qui a été endémique et qui l'est encore, évidemment, a fait en sorte que s'il y a eu des conséquences directes sur les résultats, sur les ventes de disques. Mais ce n'est pas le seul bouleversement qu'on a connu. Il y a eu un bouleversement aussi dans le secteur de la distribution. Mais pour que vous saisissiez bien le bouleversement tel qu'il est, c'est qu'il faut se rappeler que la distribution indépendante de musique québécoise a été un des ingrédients clés du succès de la musique québécoise sur le territoire québécois. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Marc Ménard qui s'est présenté devant vous et qui a fait une étude à ce sujet-là lorsqu'il était en fonction à la SODEC. Donc, la distribution indépendante était vraiment un ingrédient du succès, entre autres. Avec l'arrivée de la distribution indépendante, les Québécois, avant l'arrivée, de la distribution indépendante au Québec, les artistes québécois, les disques d'artistes québécois étaient distribués par des multinationales étrangères, Sony, BMG, EMI, Warner, que vous connaissez.
Mais comme notre marché est petit et qu'il y a des risques plus grands à distribuer des artistes locaux que de distribuer des artistes qui ont déjà une renommée internationale, les multinationales se sont retirées totalement de notre secteur, de notre marché au moment de la récession du début des années 80, laissant en plan complètement la distribution des disques d'artistes locaux. Donc, plus de distribution d'artistes locaux possible parce que les multinationales sont parties plus intéressées par notre marché. Heureusement, il y a 30-40 ans, il y a des gens d'affaires d'ici qui ont vu là une occasion d'affaires et qui ont créé le marché indépendant de la distribution qui fait au service presque exclusivement des artistes locaux. Et comme leur entreprise dépendait presque exclusivement des artistes d'ici, ils y ont mis tous leurs efforts, ils ne se sont pas désengagés, même s'il y a eu d'autres récessions depuis 1980, mais ils ont même contribué au succès des artistes et des entreprises québécoises depuis près de 40 ans. Avec les développements technologiques, il y a de nouveaux joueurs dans le domaine de la distribution qu'on appelle maintenant des agrégateurs, mais c'est la même fonction qui est prise. C'est des distributeurs de contenu numérique qui ont fait leur apparition pour approvisionner en contenus musicaux les services de musique en ligne, majoritairement, presque exclusivement étrangers. Les entreprises québécoises de distribution, elles, se sont adaptées à ce nouvel environnement, mais maintenant, elles se confrontent réellement à des joueurs internationaux dans la distribution des disques locaux. La question qui se pose aujourd'hui dans notre secteur en distribution, c'est est-ce que ce changement sera bénéfique pour la production locale de façon durable ou, si le passé est garant de l'avenir, on risque de devenir moins intéressant pour un moment donné et au risque de nous abandonner une autre fois, laissant en plan, encore une fois, la production locale. Mais là, on parle évidemment dans le monde numérique. Dans le secteur de la vente au détail de la musique, il y a aussi des changements encore plus fondamentaux. On est passé de la vente à l'unité d'albums complets dans le domaine physique, vous le savez, à la vente numérique d'albums et de pistes. Et là, on se dirige en vitesse grand V à la consommation de la musique par le biais de services par abonnement qui donnent accès au public par un abonnement de à peu près 10 $ par mois à 23 millions de chansons que vous pouvez écouter tant que vous voulez, tant et aussi longtemps que vous payez votre abonnement. Donc, on se dirige vers cette réalité-là. C'est pas encore c'est pas encore la grande réalité au Québec, mais à travers le monde, il y a beaucoup de cette réalité-là. Et tout ça, ça a chamboulé de façon très importante l'ensemble de l'économie de notre secteur. Dans la vente au détail des albums numériques, les prix ont été fixés par un joueur, aujourd'hui totalement dominant, que vous connaissez tous, qui s'appelle iTunes, sans aucune logique avec les coûts réels du produit. Les revenus des albums numériques génèrent donc 30% de moins que les ventes d'albums physiques. L'arrivée des ventes de chansons à la pièce à 99 sous ne suivent pas non plus quelque logique que ce soit par rapport au coût de production et de commercialisation des œuvres d'un artiste de la chanson. De plus, le seul fait de vendre maintenant à la pièce ce qui se vendait alors en bloc dans un album de plusieurs pièces fractionne d'autant les revenus qui reviennent à chacun des artistes. Quant à l'arrivée des services par abonnement qui sont totalement dominés par des joueurs étrangers qui n'ont aucun intérêt à mettre de l'avant notre culture, my God, une minute, la situation est encore plus critique puisque maintenant les revenus ils sont générés par passage, et on parle de fraction de sous, 0,005 sous par passage, qui fait que les rémunérations sont totalement dérisoires et que quand il y a de rémunération, parce que ces services étrangers n'ont, comme je vous le disais, aucun intérêt à mettre de l'avant nos artistes et l'offre de contenu étant tellement phénoménale que le passage de pièces des artistes d'ici sont endémiques. Donc, c'est vraiment une réalité qui est venue du changement dans toute la structure de la vente au détail qu'on ne souhaiterait pas qu'il arrive, évidemment, dans le domaine du livre. Vous avez aujourd'hui, vous ne pouvez pas réécrire le passé, mais vous pouvez écrire l'avenir pour l'industrie du livre. Donc, il est urgent d'agir et je vous soumets très humblement que nous n'avons pas le luxe d'attendre, de ne rien faire, que les bienfaits potentiels dépassent largement les inconvénients pressentis et il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Merci. Merci, Mme Drouin.
Nous allons débuter les échanges. Monsieur le député de Saint-Hyacinthe, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, Madame. Votre exposé était quand même passionné. Si on fait un parallèle, entre le disque ou la musique et le livre, comment voyez-vous la vente du livre numérique ou l'approche par le livre numérique, les commandes ou quoi que l'achat d'un livre numérique versus, on nous a dit souvent qu'un livre, c'est différent de la musique parce qu'un livre, tu peux le toucher, tu peux le lire, tu peux le palper, là, ça a une saveur. Tandis que la musique, tu mets le disque, tu l'écoutes, ou tu l'écoutes à la radio, tu l'écoutes sous toute forme, dans iPod, n'importe quoi. Mais à ce moment-là, ça peut être différent. Mais comment, si on fait le parallèle avec le livre, comment vous arrivez à dire que la réglementation du prix du livre va sauver les libraires, mettons? Bien, premièrement, je ne pense pas qu'une législation sauve un secteur. Vous avez devant vous une proposition qui est soutenue par un ensemble, par un secteur au grand complet et qui va faire une différence. Mais c'est une pierre à un édifice. Comme dans le domaine de la musique, moi j'ai entendu souvent, j'ai donné je sais pas combien d'entrevues, on me disait c'est quoi la solution? La solution dans le domaine, il n'y en a pas une solution. Il y a plusieurs actions à mettre en marche pour, évidemment, qu'on s'en sorte au bout du compte et qu'on soit capable encore d'offrir aux Québécois de la musique ou encore des livres québécois. Donc, moi je pense sincèrement que cette pierre-là que vous avez, c'est important justement de bâtir cet édifice-là. Il n'est surtout pas le temps d'attendre d'avoir la solution ou l'architecture de l'édifice au grand complet pour commencer à faire quelque chose. Parce que entre le passage d'un monde physique à un monde numérique, moi, ça fait 21 ans que je suis à la DIS, j'en entends parler depuis 21 ans. Puis mon premier MIDEM, en 1992, on parlait déjà du monde numérique, mais il s'est passé beaucoup de temps avant que ça se mette en place et que ça s'accélère. Mais quand ça s'est accéléré très vite. Mais donc, vous avez d'ailleurs un laps de temps avant que le milieu du numérique soit là et présent et plus prenant dans le monde du livre. Donc, vous avez quelque chose à faire qui peut être signifiant dans le livre physique et numérique également. Mais je pense pas que votre souci premier, bien humblement, je suis pas une experte dans le domaine du livre, je pense que votre souci premier devrait être le livre physique parce que c'est encore 96% du marché et que, de toute façon, si vous donnez un peu de souffle à cette industrie-là, vous aurez le temps, justement, dans les prochaines années, de penser à peut-être d'autres mesures qui pourront prendre le relais si jamais ce déclin-là arrive de toute façon. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, merci. Vous parlez d'accélération éventuelle de l'achat du livre numérique. On sait que c'est à peu près, ça joue entre 4 et 7 peut-être au Québec. Ici, aux États-Unis, c'est beaucoup plus élevé. Comment vous arrivez à dire qu'il pourrait y avoir une accélération de l'achat du livre numérique en fonction de l'évolution actuellement, alors qu'on sait que ça monte pas très rapidement ici? Bien, écoutez, il y a des phénomènes, des fois, d'accélération. Je ne sais pas, peut-être que monsieur, je ne sais pas qui, va découvrir encore quelque chose de mieux que la tablette numérique qui se fait présentement. Puis à un moment donné, il va y avoir des gens qui vont l'adopter de façon plus largement. Ça va être difficile de prédire ça. La seule chose que je peux vous dire, c'est que, oui, il peut y avoir des balbutiements. Puis je suis pas en train de... bien malin et capable de prédire l'avenir. Là, je pense que l'avenir est incertain pour tout le monde. Mais il peut y avoir des phénomènes d'accélération. Il peut y en avoir, mais on les voit pas nécessairement présentement. Je sais que dans l'industrie de la musique, on en a parlé longtemps avant que ça s'accélère. Mais il y avait des balbutiements déjà, je vous dirais, même il y a 15 ans. Ça s'est largement accéléré à cause de des phénomènes de société démographique et de technologie. Je pense que l'industrie du livre n'est pas à l'abri de tout ça. Mais en même temps, ça se peut que ça prenne plus de temps dans l'industrie du livre, puis ça se peut que ça arrive jamais non plus. Et moi, je pense, je suis encore une de celles, malgré les résultats qu'on a dans le domaine de la musique, qui pense que le physique et le numérique vont cohabiter. Ils vont cohabiter, pardon, parce que il y en a encore avant qu'on meure tous, là, les 50 et plus, là. J'espère que ça va prendre encore quelques années. Donc, il y a du chemin. Et faut pas oublier que la grosse partie de la population, les jeunes, là, on entend beaucoup parler des jeunes et on n'en est plus, mais c'est 15% de la population. Le reste, là, c'est vous et moi. Et on n'adopte pas nécessairement ces comportements-là si rapidement, mais
Mais peut-être qu'on y viendra, mais il y a encore du temps pour... ça peut se faire plus rapidement, mais moins rapidement. On verra. Voilà. Vous disiez que l'augmentation du prix du livre ou la réglementation du prix sur le livre n'est peut-être pas la seule solution à apporter pour régler complètement la problématique, mais si vous avez avez-vous des suggestions ou des solutions que vous pensez qui pourraient être apportées, qui pourraient être bénéfiques pour améliorer la situation, justement, dans ce domaine-là? Bien, écoutez, dans le secteur de la musique, pour vraiment bien établir un contexte de développement de la musique, il faut être actif en droit d'auteur, en financement des entreprises, en formation, en radiodiffusion, en promotion collective, comme faire des galas. Et il y a un ensemble de mesures. Mais je pense que dans le domaine du livre, Marc Ménard, ce brillant professeur que vous avez eu la chance d'avoir, que nous n'avons plus à la SODEC, nous en sommes bien tristes, qui connaît beaucoup mieux le marché du livre que moi, le milieu du livre, en a proposé d'autres. Je pense que ces gens-là connaissent leur métier, ils connaissent, les gens du milieu connaissent aussi. Ils vous ont proposé d'autres solutions, mais moi, je trouverais dommage que vous vous empêchiez de mettre en place une mesure, même s'il y a autre chose sur lesquelles vous pourrez plancher dans un avenir plus ou moins rapproché. C'est une pierre d'un édifice qui peut être importante. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci. Merci pour la contribution à la réflexion. Vous êtes bien au fait que appliquer une réglementation du genre telle que suggérée par la quasi-totalité de l'industrie et vous-même ici ce soir se ferait sur une base empirique. Est-ce que, à l'instar de certains qui sont passés, vous jugeriez pertinent de faire une étude fine afin de dégager les impacts ou d'identifier les impacts de différentes natures économiques surtout avant de procéder? Écoutez, je pense que vous avez entre les mains déjà un certain nombre d'études qui... Spécifiquement du contexte québécois. Non, vous avez raison. Vous avez raison. On a des particularités, évidemment. Je vous dirais que je pense que ça fait longtemps que c'est discuté. C'est pas la première fois qu'on en discute de ce moyen-là. Ça a déjà été quelque chose qui a été avancé il y a plus de 10 ans, si je me rappelle bien dans mes lectures. Je pense qu'il y a largement des gens qui ont réfléchi. Et je me demande, dans certains cas, oui, on est particulier, le milieu du Québec, bien sûr, mais des fois, on est des gens aussi qui ont réagi pas nécessairement différemment non plus des sociétés qui s'apparentent à la nôtre. Alors, je pense qu'il y a un enseignement à tirer de là, mais comme je vous dirais, moi, le fait d'attendre encore, je pense que vous allez arriver de toute façon à une décision, je vous dirais à ce point, de volonté politique, de le faire ou de ne pas le faire. Je pense que vous avez entre les mains déjà beaucoup de choses. Je pense que c'est ça que vous devez choisir. Comme je vous disais, il faut mieux avoir des remords que des regrets. Pour moi, je pense que ça serait. Et contrairement, il y a déjà d'autres études, puis moi, ça va me faire plaisir de vous dans notre secteur, qui ont été faites, parce que quand j'entendais Madame qui a passé de façon avant moi, qui parlait du prix, comment la valeur du prix est importante, on a fait des études, nous, dans notre secteur, sur 5000 Québécois, c'est pas rien, hein, on élit des gouvernements avec un sondage à 1000 sur personnes, on a fait un sondage sur 5000 personnes, et le prix dans le milieu culturel n'était pas le facteur déterminant pour choisir ou non, par exemple, l'achat d'un billet de spectacle. Le prix était le troisième facteur. Le manque de temps était le premier, la proximité était le deuxième. Donc, moi, je pense pas, je suis pas dans le domaine de la consommation, mais dans le domaine de la culture depuis longtemps, et je pense que la nature particulière du bien culturel fait en sorte que le prix n'a pas la même valeur qu'une canne de petits pois. Et que là, à ce moment-là, si on augmente le prix d'une canne de petits pois, ça a peut-être un impact plus grand sur la décision d'achat, mais puis sur un bien culturel, je suis portée à penser qu'il y a une élasticité plus grande. Vous avez réitéré ce que vous disiez dans la conclusion de votre exposé.
Vous avez dit il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Quels sont les regrets dans votre secteur spécifique? Ils sont nombreux, je viendrai vous en parler si vous voulez, quand vous ferez là, écoutez, c'est qu'il y a eu beaucoup de rendez-vous manqués dans notre secteur, pas nécessairement au niveau du Québec. On a eu des beaux rendez-vous. Il y a des rendez-vous qui ont été là, qu'on a pris ensemble, même avec l'ensemble des gouvernements passés et actuels. Mais je vous dirais, il y a eu beaucoup de rendez-vous manqués, notamment avec nos amis du fédéral, avec une législation de la loi sur le droit d'auteur qui est catastrophique. C'est un gros rendez-vous manqué, ça, en 2009. Il y a en radiodiffusion, il y en a énormément avec le CRTC, le fait de ne pas réglementer les services de musique en ligne ou les nouvelles façons de consommer la musique. Pour nous, c'est un énorme rendez-vous manqué parce que pendant ce temps-là, se développent des services à l'extérieur et qui ne tiennent pas du tout compte de notre réalité, de notre production et se développent sans nous, avec aucune retombée chez notre secteur. Donc, il y a des rendez-vous manqués. OK, merci. Merci. Nous allons maintenant du côté de l'opposition officielle. Madame la députée de l'Acadie, vous avez la parole. Merci. Ça fait un petit bout de temps qu'on s'est vu et je remarque que vous n'avez pas perdu votre énergie. Vous dites, bon, vous n'êtes pas une experte dans le monde du livre, vous nous éclairez quand même sur l'expérience qui a été vécue dans le domaine de la musique. Je comprends que vous engagez le gouvernement à vraiment agir et de façon rapide. Cependant, vous dites, d'autres mesures pourront prendre le relais. Là, c'est parce que si le gouvernement s'engage dans cette mesure-là, c'est pas pour arriver avec d'autres mesures l'année prochaine, là. C'est pour que ça soit une mesure qui serait solide et qui donnerait une sorte de garantie pour plusieurs années. Là, on ne fait pas cet exercice-là de tout le nombre d'heures qui sont passées ici en commission parlementaire, plus les heures qui ont été passées avant, et je le sais, puis les heures qui vont se passer après. Alors, ça peut pas être une mesure transitoire ou une mesure ah, OK, on fait ça, puis l'année prochaine, ben là, on va penser à autre chose. Il faut que ça soit plus solide que ça, puis j'aimerais ça vous entendre. Je comprends, vous êtes en faveur, vous dites qu'il faut le faire, puis vous dites, si on regarde l'expérience de la musique, mais en même temps, ça évolue énormément avec les nouvelles technologies. Vous voyez, cette mesure-là, elle pourrait être bonne pendant combien d'années? Est-ce qu'il faut qu'on recommence l'an prochain tout le processus? C'est pas ce que je comprends que c'était pas clair. C'est que si jamais cette mesure-là, non, puis même si elle produisait les effets escomptés, ce qu'on pense, elle produit les effets escomptés, le secteur est tellement mouvant présentement, je pense que le secteur culturel de façon générale est tellement mouvant que peut-être qu'il y aura des mesures supplémentaires. Ça ne veut pas dire qu'il faudra abandonner cette mesure-là, mais peut-être qu'il y aura des mesures supplémentaires à mettre en place pour colmater d'autres brèches, parce que c'est difficile, je pense, et je comprends. Vous avez dit, je m'excuse, vous avez dit que d'autres mesures oui, qui pourraient prendre le relais. Oui, le relais. Vous pensez à quel type de mesure? Non, ce que vous nous suggérez, c'est que ça serait transitoire, okay. Ça serait pas permanent, ça serait une petite mesure pour pallier un peu à l'urgence. Parfait, je me suis mal exprimée. C'est pas ce que j'aurais dû dire. Okay. Ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que il se peut que cette mesure-là, à un moment donné, ne soit pas suffisante et que le secteur se soit développé de telle façon qu'il faille colmater une autre brèche d'une autre façon. Alors, ça ne veut pas dire prendre le relais de cette mesure-là qui, elle, resterait permanente, mais peut-être qu'il y aura autre chose à rajouter. Dans notre secteur, dans le domaine de la musique, comme je vous disais, il n'y a pas une pièce il n'y a pas seulement une pierre qu'il a fallu mettre, il y en a plein de pierres qu'il faut mettre, il faut continuer à en mettre pour faire cet édifice-là qui se tienne un peu, que l'édifice se tienne un peu. Alors, je suis pas en train de dire qu'il faudra la mettre de côté, mais peut-être qu'à un moment donné, elle ne sera pas suffisante. Ça se peut. Et là, oui, je comprends, le travail parlementaire, c'est beaucoup de travail pour vous, c'est beaucoup de travail pour nous, mais à un moment donné, notre secteur, le secteur de la culture, est tellement en changement que c'est difficile de penser à des choses permanentes sans devoir les reviser à un moment ou à un autre. C'est ce que je souhaitais dire. Sur le plan de justement cette mesure-là qui est envisagée,
avec l'expérience que vous avez dans un domaine qui, à mon avis, est connexe, mais qui ne l'est pas tant que ça, là, est-ce que vous pensez que ce serait clair qu'on pourrait sauver qu'on pourrait assurer la survie des librairies indépendantes? Ou si on joue avec du peut-être que? Moi, je pense, avec les marges bénéficiaires avec lesquelles, qui s'apparentent aux marges bénéficiaires dans le domaine du disque, il suffit de passer de 0,4 à -2 et on ferme. Alors, la marge bénéficiaire, c'est-à-dire la marge de manœuvre qu'ont ces librairies-là, elle est très mince. Tant qu'on est capable d'être au-dessus, de se tenir au-dessus de la mêlée, tant mieux. Mais et on voit qu'elle est mince. Donc, je pense que tout apport supplémentaire qui pourrait leur donner justement cette marge de manœuvre-là pour mieux rendre service, pour mieux rencontrer les obligations qu'ils ont à rencontrer, puis mieux encore servir les Québécois en termes d'accueil et de référencement et de tout ce qu'ils ont à faire. Je pense que oui, ces mesures-là vont faire une différence quand on est... Et surtout, la marge est tellement petite que si on le fait pas, on a vraiment... Il suffit de... pas grand-chose pour que soit ma marge bénéficiaire soit à -2 pendant 3 ans, puis je peux plus tenir le coup. Alors, je pense sincèrement que ça peut aider, oui. Vous dites quoi à la dame qui vous a précédé, Mme Brien de Costco, qui a répété à plusieurs reprises qu'on va s'acheminer vers une augmentation des prix. Elle le voit comme une augmentation des prix. Vous lui répondez quoi? C'est-à-dire, elle, ce qu'elle dit, c'est qu'il va s'en vendre moins de livres. Bien, écoutez, moi, un peu ce que je disais, je pense que les biens culturels ont une valeur, on a une relation à un bien culturel qui est différente qu'un autre bien vendu dans ces grandes surfaces-là. Je pense que, oui, le prix... C'est sûr que le prix risque d'augmenter, mais est-ce que ça va freiner l'achat? J'en suis pas du tout convaincue, parce que justement, quand on passe devant cette rangée-là et on voit le livre qu'on souhaite avoir, oui, c'est un achat impulsif. Puis tout l'argumentaire que vous avez fait vous-même, je trouvais tout à fait brillant de dire, bien, il est impulsif. Donc, je ne sais pas s'il est vendu moins cher ailleurs, je le prends. J'ai l'occasion de le prendre maintenant, je le prends à plus ou moins 2-3 $. Je vais probablement le prendre sur place en faisant mon Costco. Alors, je pense pas, moi, que si ultimement, je pense pas qu'ultimement, c'est des gens qui font ce commerce-là ne sont pas dans le domaine de la culture, ils l'ont dit eux-mêmes. Je pense que la vision qu'ils ont de leur milieu, du milieu de la culture est assez limitée. Donc, quand on a un milieu au complet qui vous dit qui connaissent leurs consommateurs, qui connaissent leurs gens et qui se disent que oui, ça risque d'avoir un impact, je pense devriez leur accorder un poids plus grand à ce qu'ils disent, contrairement à des gens qui font pas partie du secteur culturel. Merci beaucoup. J'ai terminé. Merci. Nous allons maintenant du côté du deuxième groupe d'opposition. Madame la députée de Montarville, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bonjour, Madame Drouin. D'abord, c'est un plaisir de vous écouter, effectivement. Je vais me permettre une analogie qui va être, à n'en pas douter, très boiteuse. Mais avec ce que l'on connaît, ce que vous nous avez expliqué de l'industrie du disque, de la musique, avec ce qui est arrivé avec cet agrégateur qui a pris la place, iTunes qui contrôle tout, qui contrôle les revenus, les prix. Vous nous dites qu'il y a ce fractionnement des revenus, que la rémunération des artistes est pratiquement dérisoire, que l'offre de contenu artistique locaux est famélique. Avec tout ça qu'on connaît. Est-ce qu'une loi similaire à ce qu'on demande actuellement avec le livre, avec cette loi 51, cette fixation des prix, aurait pu aider l'industrie de la musique québécoise, aurait pu la sauver en quelque sorte et permettre à nos artistes de mieux vivre? Ou est-ce que c'est un parallèle qui ne se fait pas? C'est une très bonne question. Je me la suis posée parce que après toutes ces années, je me dis bon, on a manqué un bateau. Tant mieux s'il y en a qui peuvent le prendre en prenant exemple sur une industrie qui n'a pas eu cette idée-là. Mais on a des structures d'intervention gouvernementale qui sont quand même différentes. Il n'y a pas de loi 51 dans notre secteur. Il n'y a pas, c'est une organisation complètement. Quand je suis d'accord avec vous, Madame Saint-Pierre aussi, qu'il y a des parallèles, mais il y a des différences. Mais peut-être que ça aurait, oui, il y aurait
aurait sûrement un bénéfice. On aurait pu en tirer un bénéfice. Parce que là, le prix a été complètement fixé sans quelqu'un qui s'est levé un matin, puis on m'a carrément dit ça. Puis il y a quelqu'un qui s'est levé un matin chez iTunes, qui a dit, ça va être 99 cents, puis ça va être 9,99. Puis eux, de toute façon, même après toutes ces années, depuis 2003 qu'iTunes est en place, ils ont vendu 23 milliards de chansons, ils sont à peine rentables. Parce que pour eux, c'est un marché, c'est pour vendre des iPhones, des iPods, des iPads, c'est un loss leader, comme on dit. Alors, si on avait pu au moins fixer un prix qui avait de l'allure, et encore plus avec les services par abonnement, parce qu'avec les services par abonnement, avoir accès à 13 millions de chansons pour 10 $ par mois, ça n'a pas de bon sens. Économiquement, pour les gens qui produisent ces biens-là, il n'y aura pas de retour sur l'investissement. Je ne sais pas comment on va faire pour se sortir de là. Vraiment, tellement que, seulement pour vous donner un exemple en chiffres, le service Pandora aux États-Unis, le propriétaire de ce service-là, qui est un service de musique en ligne, on a accès à ce genre de service-là, a dit que quelqu'un qui avait passé 1 million de fois sur son service a reçu un chèque de 1 370 $. C'est ça, les paramètres. Donc, si on avait pu intervenir sur la fixation du prix pour ce genre de service-là, c'est sûrement, comme je vous dis, un ingrédient qui aurait pu faire une différence, mais on n'en est plus là, malheureusement. Mais on est avec la même technologie qui est le numérique, là, qui va toucher le livre québécois, qui va toucher éventuellement, si on se fie aux chiffres américains, auprès du quart des ventes de livres ont été des livres électroniques là, au cours de l'année précédente. Oui. Donc, il y aurait un parallèle à faire. Madame Drouin, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Madame Drouin. Nous allons suspendre quelques instants pour permettre aux représentants des éditions Boréal de prendre place.